collègue Franck Verdonck, qui est MCU-UPH, prochainement PUPH, d'anesthésie-réanimation, et qui va nous présenter son device, qui est très intéressant, et qui traite cette problématique. Merci beaucoup, Gabriel. Alors, très intéressant, je l'espère, vous me le direz à la fin. Oui, donc, Franck, alors, je ne sais pas si... Non. Voilà, super, parfait, merci beaucoup. Oui, donc merci beaucoup, Gabriel, pour cette introduction. Et le principe, c'était de vous présenter une application qu'on a développée en médecine périopératoire. Donc, qui dit périopératoire dit périchirurgicale. Et donc, je pense qu'en effet, on est totalement dans l'interaction interprofessionnelle qui était citée tout à l'heure. Et on a donc créé une spin-off de Stanford qui s'appelle Surge et qui a pour objet de s'appuyer sur l'analyse du système immunitaire pour prédire un certain nombre d'outcomes cliniques là où l'immunité est impactée. Et on est parti d'un concept, et c'est ce qui a drivé la recherche, près de 10 ans de recherche maintenant à Stanford, autour de l'analyse de l'immunité, considérant qu'actuellement, l'analyse de l'immunité, elle est quand même assez restreinte, parce que vous et moi, on connaît très bien l'énumération de formules sanguines, on connaît très bien les CRP, voire les PCT, mais globalement, on n'a pas grand-chose de plus, et alors que le système immunitaire est beaucoup plus riche que ces 3 ou 4 éléments, dans des contextes, en particulier périopératoires, où il y a un réel impact de l'immunité sur le parcours patient. Mais c'est valable aussi pour la grossesse, pour le stroke, pour le Covid, etc. Pourquoi ? Parce que l'immunité, et je crois que ça a bien été démontré, on a des années de littérature dessus, disant que la réponse immunitaire à un stress inflammatoire, en l'occurrence la chirurgie, quel que soit le type d'anesthésie utilisée, est déterminante dans la récupération post-opératoire. Et que pour les patients, si j'ai grossi le trait, qui ont une réponse inflammatoire exagérée et éventuellement une réponse adaptative diminuée, sont les patients qui vont présenter des complications. Quand on parle de complications, on parle évidemment en chirurgie en particulier digestive, cardiothoracique, d'infection du site opératoire. On peut parler également de troubles cognitifs, en particulier en orthopédie, la douleur. Tout ceci sont des complications des chirurgies qu'on connaît parfaitement bien. Dans un contexte où on sait que ces complications sont extrêmement fréquentes, et en particulier dans les chirurgies lourdes, et quand on prend l'exemple de la chirurgie digestive, on considère qu'il y a globalement une chirurgie sur 5 qui se complique, malgré également des dizaines d'années d'expérience et d'optimisation des soins qui n'ont pas permis la réduction, sauf erreur, de ce taux de complication. Et donc globalement, ça fait une quinzaine d'années où le taux de complication n'a pas bougé. Et c'est là-dessus qu'on pense, et avec en particulier un dernier élément, qu'il n'existe aucun score actuel qui permet de prédire celui qui va se compliquer. Je pense que les seuls scores qui existent, qui sont globalement, en tout cas démontrés, c'est le ACS, NSQIP score. Je pense que peu d'entre nous l'utilisent, peu d'entre vous l'utilisent. Et pourquoi ? Parce que en fait, le degré de prédiction et la capacité prédictive de ce score, qui est basé essentiellement sur des données cliniques, est-ce que le patient est tabagique, est-ce que le patient est diabétique, est-ce que le patient a l'insuffisance rénale, est-ce que le patient est BPCO, en réalité, la capacité prédictive, elle est proche du hasard. Or, on sait que pour croire un score, il faut globalement qu'on atteigne les 80% des IUC, ce qui n'est pas du tout atteint par les scores cliniques. Donc on est dans une situation où on a des infections qui n'évoluent pas, qu'il est difficile, enfin en tout cas qu'on n'arrive pas à réduire, et qu'il est difficile de prédire, alors qu'on a des moyens, si on est capable de les anticiper, on a des moyens actuellement, probablement, pour modifier les parcours patients, et on va en discuter juste après. Quoi qu'il en soit, l'idée était de dire on ne travaille pas assez sur l'immunité. Comment est-ce qu'on peut travailler sur l'immunité ? Une des approches de travail sur l'immunité, c'est d'aller travailler sur la fonction immunitaire et non seulement juste sur un ratio de cellules, mais bien sur la fonction immunitaire. Comment la cellule immunitaire va répondre à un stress inflammatoire. Et pour ça, on utilise des technologies telles que la cytométrie de masse qui vont générer des millions de données. On se rend bien compte que la cytométrie de masse, ce n'est pas applicable en clinique. Et donc, avec ces millions de données, la première question, c'était comment est-ce qu'on arrive à partir de ces millions de données, arriver à quelques petites données qui sont utilisables en clinique, c'est-à-dire passer de millions à 5 ou 10 données qui seraient prédictives. Et donc, on a développé des modèles de machine learning qui sont dits restrictifs, qui permettent, à partir de ces millions de données qu'on observe pour des patients, évidemment inclus dans des données cliniques, encore une fois, c'est des technologies qui ne sont pas accessibles à la clinique quotidienne, et bien, à partir de ce million de données qui est généré, on est capable de restreindre avec un pool très faible de patients, donc avec des études qui sont entre 80 et 90 patients, entre 40 et 90 patients, donc un nombre faible de patients, on est capable de, à la fin, restreindre le nombre de features qui sont prédictives d'un outcome à 5 ou 10. Et comment on fait ? Eh bien, en réalité, la technologie derrière en termes d'IA était d'injecter du bruit
Donc globalement, on reproduit, on multiplie par 2 le nombre de données qu'on a obtenues avec la cytométrie de masse, mais c'est valable aussi avec de la protéomique, c'est valable avec les données cliniques. On les double et on sait qu'on a doublé, on a induit du bruit avec des données qui ont été synthétiques, générées par nos soins, dont on sait qu'elles ne sont pas prédictives. Et grâce à ça, on est capable, in fine, de trouver le threshold qui permet de séparer, en utilisant des modèles de machine learning classiques, de séparer celles qui sont réellement prédictives et stables de celles qui sont in fine du bruit, parce qu'on récupère l'information grâce à ces fausses données. On sait que ces fausses données ne peuvent pas être prédictives, donc ça nous permet de définir un threshold, et qui permet de passer de 1 million de données à 5 ou 10, et donc de pouvoir le déployer en clinique. Parce qu'une fois qu'on a 5 ou 10 données, qui sont des données qu'on peut évaluer soit en cytométrie de flux, soit en protéomique en utilisant les LISA, qui sont des technologies qui sont disponibles dans n'importe quel hôpital, eh bien on est capable d'aller discriminer significativement les patients qui sont à risque de complications post-opératoires de ceux qui ne sont pas à risque. Et donc, on délivre un score, ici, qui est délivré pour chaque patient avant sa chirurgie, et qui donne une information précise à l'échelle individuelle. Et donc, c'est en ça très opposé au score clinique actuel. Et donc, grâce à ce type d'approche, on obtient des performances comparées à ICS et des SQIP qui sont à plus de 80%, en particulier sur notre premier use case, qui était les infections du site opératoire en chirurgie abdominale. Et donc, on a fait tout un tas d'essais cliniques, et donc le dernier qui est validé actuellement, c'est des essais cliniques qui sont soit ont eu lieu aux États-Unis, soit ont eu lieu en France avec l'hôpital Foch. Et actuellement, on est en train de déployer le test à UPenn, donc aux États-Unis, sur la chirurgie cardio-thoracique et sur la chirurgie abdominale. Et le principe, c'est de dire que si on donne cette information, on peut la donner à 2 moments clés dans le parcours patient. Le premier, c'est en préopératoire, au moment de la consultation avec le chirurgien ou l'anesthésiste, et de pouvoir dire, on vous donne une information précise sur votre risque en préopératoire 2 à 6 semaines avant la chirurgie. Donc évidemment, ça ne s'applique pas à la chirurgie en urgence. Si vous ou moi avons cette information, on peut proposer un parcours patient qui est personnalisé. Et globalement, on pense à plein d'éléments. On peut dire, ça peut être un élément factuel pour décider d'une chimiothérapie versus chirurgie. Ça peut être un élément factuel pour décider que ce patient-là doit bénéficier spécifiquement de préhabilitation. Ça peut être également un élément de réflexion sur quel type de voie d'abord chirurgicale on applique aux patients. Le deuxième élément assez simple, c'est qu'on a la même capacité prédictive en post-opératoire immédiat. C'est-à-dire que dès J1, on peut dire si ce patient-là va se compliquer ou pas se compliquer. Et on peut imaginer derrière que ça permette d'accélérer le retour à domicile de certains patients qu'on garde exclusivement pour des capacités de surveillance. Voilà, donc c'est évidemment un projet qui ne peut pas se faire juste avec des anesthésistes animateurs, juste avec des chirurgiens, juste avec des immunologistes, juste avec des ingénieurs, mais ça nécessite bien l'association de ces au minimum 4 compétences. Et donc, c'est ce qu'on a développé donc à partir de Stanford et qui est maintenant incubé en France à l'hôpital Cochin. Voilà. Quelle est la prochaine étape, Franck ? Alors, les prochaines étapes, elles sont essentiellement réglementaires, là, pour nous. Donc ça, c'est en termes d'entreprise. C'est évidemment, il faut passer par le marquage CE, ce qui est un tout petit peu plus simple, un peu plus dur, pardon, que ce qui est faisable aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, on peut passer par des CLIA Labs qui permettent de délivrer ces tests sans marquage FDA. Donc là, la prochaine étape pour nous, c'est le marquage CE. Et puis derrière, c'est de pouvoir développer ce test, de pouvoir diffuser ce test et d'en faire différentes applications cliniques, parce qu'on peut imaginer plein d'approches cliniques validant médico-économiquement l'intérêt de ce test, médico-économiquement. Et je sais que ce device, il a été aussi valorisé par l'ARS Île-de-France. Qu'en est-il de cette valorisation ? Donc là, ça nous a permis globalement d'avancer avec Foch et d'appliquer avec l'hôpital Foch. Donc on a avancé avec l'hôpital Foch là-dessus. Et ça nous a permis d'ailleurs de développer d'autres types d'approches appliquant la même technologie d'IA, par exemple sur des données uniquement cliniques. Donc là, on développe un score à Foch basé uniquement sur des données cliniques, permettant en temps réel de préciser si le patient va avoir une durée de séjour prolongée. Et donc de pouvoir flaguer les patients et de pouvoir aider à la programmation dans les services et en particulier dans la gestion des blocs opératoires pour dire votre service commence à se remplir, attention, warning, il y a 4 patients flagués qui vont avoir une durée de séjour qui est prolongée parce qu'on a ces éléments-là en préopératoire. On a l'avantage à Foch d'avoir les données péropératoires également et post-opératoires et donc grâce à l'association de ces données de pouvoir flaguer les patients à risque de séjour prolongé. Et une dernière question avant de passer la parole à Jean-Claude. Est-ce que tu penses que ça peut être discriminant pour certains patients ? L'enjeu, c'est que ça soit discriminant parce que
Alors, c'est un travail qu'on fait à Saint-Antoine, et il y a plein d'hôpitaux qui sont dessus, mais c'est la partie préhabilitation, je pense, qui a une partie très intéressante, et qu'on propose probablement pas assez, nous, aux patients actuellement, que ce soit des patients de chirurgie orthopédique ou des patients de chirurgie digestive, oncologique majeure, parce qu'il y a un défaut d'investissement, on n'a pas assez de personnel et on n'a pas assez d'argent, et puis en plus, il faut construire des unités qui permettent de le faire. Et donc, l'idée, c'est de dire qu'on peut, avec ce type d'outils, sélectionner les patients qui vont bénéficier de préhabilitation, par exemple, pour dire on ne donne pas la préhabilitation à tout patient qui va être pris en charge pour une chirurgie colorectale majeure, parce que tous n'ont pas besoin de ce type d'approche, et donc réserver les approches qui sont très consommatrices en temps et en personnel aux patients qui en ont plus besoin. Et pour moi, ça, c'est un impact proche, qu'on estime en tout cas important et proche. Oui, il va passer la parole, alors je vais la prendre. Je pense que on comprend très bien qu'il y a des... Je pense aux deux tests, là, parce que finalement, on comprend très bien. Il y en a un, évidemment, c'est dépister l'invisible à travers la protéomique, etc. Et on trouve que ça c'est exceptionnel. Je pense à une progression très importante. L'autre, qui est en train de se développer, c'est de te dire, en gros, c'est un peu l'approche clinique qu'on a quand on fait la préhabilitation, etc., de pouvoir voir quels patients sont plus à risque, c'est ça? C'est ce deuxième test, celui que vous faites avec... je ne parle pas celui pour l'infection, celui pour la préhabilitation. Non, nous, ce qu'on dit, c'est celui pour l'infection. Celui qui prédit l'infection, c'est de dire que si on veut réduire l'infection, pour l'instant, quels sont les moyens qu'on a à disposition? On en a peu. Et donc l'idée, c'est de dire si on sait que celui-là, et à mon sens, la préhabilitation, qui pour l'instant, on ne peut pas dire que ça soit magique, c'est-à-dire que la préhabilitation, il n'y a pas de preuves monstrueuses qui disent il faut faire la préhab, sinon rien. Parce que pour l'instant, justement, les essais, à mon sens, sont biaisés par tout le flux de patients qui n'ont pas besoin de préhabilitation et donc qui font qu'en réalité, l'impact de la préhabilitation, il y a quelques essais cliniques quand même forts en chirurgie digestive, mais c'est pas magique. L'idée, mon sentiment, pourquoi ce n'est pas magique, alors qu'on est tous, je pense, convaincus de l'impact de la nutrition, l'impact de l'exercice physique, l'impact de la préhabilitation cognitive, c'est parce que ces patients qui bénéficient réellement de cette préhabilitation sont noyés dans la masse des patients qui n'en bénéficient pas, parce que parmi ces patients qui vont aller à la chirurgie, il y en a quand même 80% qui ne vont pas se compliquer. Et donc, si on noie cette masse, en réalité, on a du mal à démontrer un effet de la préhabilitation. Et donc, pour moi, ce test-là qui dit, on vous dépiste, et on sait que vous êtes à risque de complications du site infectieuse, et donc c'est de la péritonite à l'infection superficielle, eh bien vous, on peut réduire votre risque, en particulier en vous orientant vers la préhabilitation. Donc c'est ça l'enjeu. Après, ce test, il s'applique aussi, on est en train de développer la même chose sur la prédiction de la grossesse, de la prématurité dans la grossesse. On travaille sur d'autres secteurs où l'immunité est un driver d'outcome. Et en réalité, voilà le principe. Mais la difficulté, c'est qu'on a des milliers de données, des millions de données. Comment est-ce qu'on arrive à faire un test qui soit utilisable en clinique? Parce que c'est facile de travailler en recherche. Mais évidemment, ce n'est pas jouable dans la vie de tous les jours. Or, l'idée, c'est de donner un outil qui soit pratiquement utilisé dans la vie de tous les jours. Et dernière question, est-ce qu'il y a, on va appeler ça comme ça, des produits un peu identiques, non pas seulement sur le marché, mais dans la recherche sur ce... T'as un concurrent? Globalement, est-ce qu'il y a un concurrent? La réponse est pour l'instant, je ne connais pas de concurrent sur le domaine. Voilà, je ne connais pas de concurrent sur le domaine. Il n'y a aucun concurrent qui travaille sur ces données à visée prédictive dans des sujets comme celui qu'on a là. Donc pour l'instant, non, mais bon. Après, il y a 10 années de recherche quand même. Je pense que la grosse différence, elle est sur le fait qu'en fait, il faut quand même 10 ans de recherche avant de comprendre comment ça fonctionne, quoi. Très bien. Et Nissim, quelle est ta vision en tant que jeune professionnel du bloc opératoire par rapport à cet outil très intéressant? Absolument, et merci beaucoup Franck pour ce topo. Là où je suis complètement d'accord, c'est que tout l'enjeu actuellement de l'anesthésie-réanimation, et je pense que devant une assemblée de chirurgiens, personne ne nous contredira, mais que la présence de l'anesthésiste au bloc opératoire aujourd'hui est quand même bien moins importante que ce qu'elle a pu être dans les précédentes années. Et donc, ça permet de développer du manpower justement pour cette préhabilitation, cette médecine périopératoire. Et quand on a justement la chance d'avoir des outils comme ça qui permettent de sélectionner les patients, parce qu'effectivement, on n'a ni les moyens socio-économiques et humains de s'occuper de tous ces patients-là, d'avoir des outils qui permettent de sélectionner ces patients-là, de savoir à qui bénéficie la préhabilitation, je pense que c'est une vraie chance pour les patients aujourd'hui. Donc, je voulais poser aussi la question à François Richard pour l'urologie, mais il n'est plus là. Donc, je vais poser la question pour la chirurgie cardiaque à Jean-Pierre Villemot. Quel est l'intérêt de ce device pour la chirurgie cardiaque et pour les médiastinites? Oui,
j'étais très impressionné par votre recherche, qui est fondamentale, dirais-je. Moi, je suis un vieux clinicien et j'accorde beaucoup d'importance aux pratiques chirurgicales, aux pratiques infirmières, qui influencent beaucoup l'infection. Et je n'ai pas retrouvé cette composante dans votre analyse. Vous avez tout à fait raison. Et alors, donc c'est un des challenges, en effet, c'est toujours ce qui nous est acté, et c'est la raison pour laquelle on fait du multicentrique. C'est-à-dire que les études, les premières études sur monocentrique, où on dit qu'il peut y avoir une homogénéité de pratique, et on a travaillé sur du multicentrique. L'idée, c'est de dire que même pour un chirurgien, même pour un seul chirurgien, il est difficile de prédire, y compris pour les très bons cliniciens. J'ai adoré, il y a une petite étude faite par les chirurgiens hépatiques de Paul Brousse qui disait si on testait le eyeball chirurgical, si on testait le chirurgien, est-ce qu'il est capable de prédire si ce patient-là va se compliquer, il disait c'était, in fine, les résultats montraient que c'était le hasard, y compris les cliniciens les plus expérimentés, et que c'est très difficile en réalité d'avoir des éléments objectifs qui permettent de prédire un outcome. Et l'idée là, c'est d'apporter, en gros, c'est de se dire que, eh bien, on a le même chirurgien, le même patient, la même approche chirurgicale. Pour deux patients différents, il y en a un qui va se compliquer, l'autre va pas se compliquer. Et je pense que vous avez tous cette expérience-là en clinique, c'est-à-dire vous dites pourquoi celui-là c'est compliqué. Et que notre objectif c'est de démontrer que l'impact de l'immunité est vraiment l'immunité est vraiment le driver de ce type de complications. Et donc on a même équilibré les patients, c'est-à-dire qu'au-delà du chirurgien, on a été équilibrer les patients, c'est-à-dire qu'on a utilisé des patients qui ont été appariés par facteur de risque reconnu de complications. L'obésité, le diabète, etc., le tabac, eh bien, lorsqu'on appareille les patients, la seule chose qui fait la différence entre un patient qui se complique et qui ne se complique pas, en tout cas à hauteur de plus de 80%, c'est l'immunité. C'est la réponse immunitaire. Très bien, c'est le challenge. Merci beaucoup, Franck. Une question ? Non, je voulais poser à Louis et à Robin une question, là, puisque de retourner sur votre ordinateur, votre smartphone, pour savoir, regarder absolument dans la littérature s'il existe un traceur, prospectif ou prédictif de l'infection après l'intervention. C'est une très bonne transition puisqu'on va accueillir Juicy pour une présentation avec Robin. Donc il y a une question, le temps qu'il se prépare, de Hubert. Non, puisqu'il le fait, c'est Louis qui va. C'est une remarque, c'est que ce projet, cet outil est très vertueux, en particulier parce qu'il permet aux chirurgiens et aux anesthésistes de travailler ensemble. Et on s'aperçoit que quand on travaille ensemble, c'est vraiment une synergie où les patients sont gagnants-gagnants, et tout le monde d'ailleurs. Voilà. Et ça, c'est. Alors on attend les résultats. Hein. C'est vrai qu'ils devraient sortir l'année prochaine. Je préfère regarder. Mais oui, évidemment, la synergie, elle est magnifique et indispensable. Merci, Franck.